Voilà, ce fut une rapide pause. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Alassonnière pour cette deuxième keynote de la journée. Alors quand on a fait le programme PharmaHealthTech, on a pensé à cette thématique, quelle est la frontière entre le monde de la data science et le monde de la médecine. On a eu quelques exemples avant par la société Quantmetry sur les collaborations entre des data scientists et des médecins. Et le sujet qu'on veut traiter avec Stéphanie aujourd'hui, c'est comment finalement on s'ancre, comment on va s'ancrer cette pratique du numérique au cœur des soins, et un peu avec un petit clin d'œil du geek au toubib. Donc pour parler de cette table, de ce sujet, Stéphanie Alassonnière nous rejoint. Stéphanie est professeure des universités à Paris, titulaire d'une chaire de la chaire Prairie. Elle va expliquer ce que c'est, comme directeur adjointe dans Prairie. Et puis vous êtes aussi professeur associé à l'école polytechnique. Je crois que vous êtes normalienne aussi, si je ne me trompe pas. Voilà, donc quelqu'un qui connaît bien ce sujet de la science. Et l'idée, c'est d'adresser quelques questions. La première question que je vais vous poser, Stéphanie, c'est comment vous voyez finalement ce lien qui est en train de se faire, ce lien indispensable au progrès technologique, entre le monde traditionnel de la santé, qui est un monde peut-être conservateur, voilà, réglementé, et celui des nouvelles technologies qui va très vite. Comment vous le voyez, comment vous le vivez, vous ? Alors, bonjour à tous déjà, merci pour cette invitation. Donc la question est vaste et je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, mais la façon dont moi je vois et je perçois les choses au quotidien, c'est le besoin vraiment de mettre les gens ensemble, de les faire dialoguer sur les questions que le terrain remonte. Je vais vous donner un exemple, quelque chose qui a très bien marché, je crois en tout cas. C'est une collaboration avec les médecins de la maternité de Necker, les gynécologues obstétriciens. Ils sont venus avec leurs questions et étant à l'Université de Paris, à la faculté de médecine, même si je suis, comme vous l'avez dit, mathématicienne de formation, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, de discuter avec eux. Et c'est vraiment en faisant des discussions croisées, des allers-retours permanents qu'on a réussi à ensemble déterminer quels étaient leurs besoins et comment on pouvait y répondre. Alors évidemment, on y a répondu avec un outil technologique, moi je suis à peu près capable que de ça. Et du coup, on a proposé pour le diagnostic des maladies rares chez le fœtus un outil d'optimisation de l'examen échographique. Donc c'est un petit peu schématiquement un Waze de l'échographie fœtale. Vous voulez aller au diagnostic, qu'il soit diagnostic tout va bien ou il y a une pathologie, et vous voulez y aller le plus vite possible. Soit vous faites votre examen de routine parce que tout va bien, et voilà. Soit vous tombez sur une première embûche, un premier embouteillage, et donc là on vous recalcule de manière automatique et en temps réel le nouveau chemin, étant donné cette donnée qui est acquise, qui vous permettra d'aller le plus vite possible au diagnostic. Et donc ça a été fait vraiment en collaboration étroite avec l'équipe d'Yvesville, qui est PUPH et chef de service de la maternité de Necker. Et ça a donné lieu à un logiciel qu'on commercialise maintenant via l'entreprise, la start-up Sonio, et qui est, je pense, véritablement le fruit de cette collaboration. Ils ont été là pour nous exposer leurs problèmes, et puis juger de la réponse, nous la critiquer, nous la tester. Enfin bref, ils ont été en permanence en lien étroit avec nous. Et il n'y a que via cet aller-retour qu'on a pu faire avancer les choses. Il y a d'autres exemples qui sont assez similaires, où on met au sein d'un même institut à la fois des médecins et des mathématiciens, informaticiens, statisticiens, data scientists, vous les appelez comme vous voulez. Et c'est par cette juxtaposition de personnes qui finalement se croisent à la pause café, discutent ensemble. L'Institut Prairie en est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a l'ICM qui, j'ai vu, est partenaire de votre conférence, où vous avez des équipes de data science qui sont à l'intérieur de l'Institut, comme dans l'Institut Prairie. On a des équipes de médecins, on a des... je dirais que l'Institut Prairie est plus théorique que l'ICM, mais c'est un petit peu les équivalents. Vous avez à chaque fois un mélange des deux cultures qui permet vraiment de
d'abord d'apprendre à dialoguer ensemble et puis de répondre ensemble aux questions pour pouvoir vraiment faire avancer les choses. Est-ce que ce sont finalement les initiateurs de ces collaborations santé et data science ou mathématiques? Est-ce que ce sont plutôt les startups et des gens issus des sciences de l'ingénieur et des mathématiques qui viennent voir les médecins en disant on a une idée en médecine, ou est-ce que vous avez ou est-ce que c'est des médecins qui se disent tiens on pourrait faire ça avec tout ce qu'on sait, tout ce qui pourrait améliorer notre pratique? Finalement la genèse. Il y a les deux. Il y a les deux parce que d'abord vous avez les besoins des médecins. Donc typiquement Sonio, c'était une vraie demande des gynécologues obstétriciens de Necker. Et puis après, vous avez l'autre aspect où, en tant que mathématicienne, je vais développer des modèles pour comprendre des données que j'ai récupérées, que j'ai analysées, et je peux aller proposer ça. Par exemple, j'ai un exemple un peu simple, mais on a développé des algorithmes qui permettent de faire de l'augmentation de données. Qu'est-ce que c'est que l'augmentation de données? Vous avez une petite population. Par exemple, vous avez une petite population d'images médicales qui caractérise la population que vous avez, parce que vous n'avez pas les moyens d'en acquérir davantage. L'idée, c'est que sur ce faible échantillon, vous n'arriverez pas à avoir des performances, par exemple, de prédiction ou de classification entre des patients sains ou des patients malades, qui vont être suffisamment bons et pertinents. Et puis, vous n'allez pas non plus comprendre quelle est la variabilité dans cette population. Vous avez 50 échantillons, 50 personnes, c'est beaucoup trop peu pour comprendre ce qui se passe. Et de fait, on a créé des algorithmes qui permettent d'augmenter la population en gardant la même structure de la population, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques, mais en créant des patients purement virtuels. Alors, on a fait ça parce qu'on avait envie de le faire, parce que je savais qu'dans le domaine médical, on a toujours trop peu de données. Et donc ça, eh bien, c'est quelque chose qu'on a mis à disposition de la radiologie interventionnelle de Beaujon, par exemple, pour mieux comprendre les répondants et les non-répondants à certains traitements de radioembolisation dans les cas des hépatocarcinomes, par exemple. Là, c'est plutôt nous qui avons proposé un outil qu'on pense efficace. Et donc, il y a vraiment les deux. Et l'intérêt, c'est que, alors c'est de nouveau la chance que j'ai d'être dans une fac de médecine en étant mathématicienne, c'est que les gens, finalement, du domaine médical me voient, donc viennent me parler et on peut échanger comme ça. Et je trouve que ça manque un petit peu encore et qu'il faudrait pousser davantage ces interactions-là. D'ailleurs, ça a été abordé dans les tables rondes précédentes, cette virtualisation des essais cliniques par l'ajout effectivement de patients synthétiques ou virtuels va révolutionner probablement la vitesse des essais cliniques, le recrutement des patients qui pouvaient être très long dans des essais. C'est quelque chose de considérable pour le progrès aujourd'hui de la vitesse des découvertes scientifiques. J'ai une deuxième question. Alors peut-être vous allez pouvoir nous présenter ce que fait Prairie aussi, cette chaire. Qu'est-ce qui s'organise à peu près en France, dans notre pays, qu'est-ce qui s'organise finalement pour créer ces conditions de collaboration santé et sciences des mathématiques et de la data science? Comment les choses s'organisent? Il y a des diplômes, il y a des parcours de compétences, il y a des DU, je sais qu'il y a des DU d'e-santé maintenant qui existent. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se monte? Alors, donc pour présenter l'Institut Prairie, c'est un des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, 3IA, qui ont été sélectionnés après un appel national suite au rapport Villani qui montrait le besoin d'agréger ensemble les personnes qui travaillaient de l'IA fondamentale jusqu'à l'application. Donc l'Institut Prairie, c'est comme tous les 3 IA, donc c'est regrouper des personnes qui viennent du CNRS, de l'INRIA Paris, PSL, Université de Paris et Pasteur, dans un même institut, donc un consortium, les faire travailler ensemble autour de thématiques, donc soit théoriques et jusqu'à l'application, et donc de promouvoir justement ces collaborations à l'intérieur de l'Institut et dans les laboratoires périphériques. Donc ça, c'est au niveau recherche. Au niveau de l'enseignement, il y a plein de choses qui sont faites également, et Prairie en est un soutien très fort. On a un volet d'enseignement qui est important. Et ça se fait au travers de l'Université de Paris et de PSL, qui sont les 2 universités qui peuvent diplômer. On a plusieurs programmes. À l'Université de Paris, par exemple, soutenue par Prairie, toujours, on a une formation initiale qui existe dans plusieurs facultés de médecine en France qui s'appelle le parcours médecine-sciences. Donc, c'est un parcours de type MD-PhD. Pharmasciences existe également.
Et dans ce parcours, on a créé un track intelligence artificielle, data science, qui, et j'en suis ravie, est passé de 8 étudiants l'an dernier à 11 cette année, sachant que la promo compte 30 étudiants. Donc en fait, c'est plutôt beaucoup. Et donc, en formation continue, on les forme dès la 2e année de médecine à ce que c'est que l'analyse de données, à comment la gérer, la computer vision, le machine learning, etc. Donc ça, c'est en formation initiale. Après, en formation continue, on a des choses qui s'adressent à divers publics. On va avoir le DU, le diplôme universitaire d'intelligence artificielle en santé, où là, on favorise de nouveau l'interdisciplinarité, puisque le recrutement des étudiants qui suivent ce DU est composé d'un tiers de data scientist avec une formation, on va dire, tech, un tiers d'une formation médicale ou paramédicale, et un tiers de formation économie, éthique, management, business. On les met ensemble, chacun de ces modules, le module du DU, il y a 15 thématiques, chacune des thématiques est déclinée sous ces divers aspects. Ces aspects techniques, ces aspects médicaux et ces aspects éthiques, réglementaires et business. Donc, pour vous donner un simple exemple, je parlais de l'imagerie médicale, ce qui est quand même le plus développé puisque la computer vision a énormément progressé ces dernières années. Donc, de fait, l'imagerie médicale a bénéficié de tout ça. On a un module d'imagerie médicale où on leur présente toutes les nouvelles techniques de segmentation de recalage, du côté tech, les problématiques qui sont liées au travail d'un radiologue, typiquement. Et puis enfin, les aspects réglementaires de type réidentification à partir des images. Quelles images on peut utiliser, à partir de quand elles n'appartiennent plus aux patients, mais elles appartiennent parce qu'elles ont été modifiées à d'autres entités, etc., etc. Et puis après, en groupe de 6, très hétérogène, le but étant vraiment de faire de l'interdisciplinarité, ils ont un cas d'usage à traiter. Donc ça, c'est le DU qui a un gros succès. On va entrer dans la 3e édition, donc les candidatures sont toujours ouvertes, je vous encourage à postuler. Il commence au mois de janvier, ce sera la 3e édition et on a toujours a priori de très bons retours sur le fait que non seulement ça a permis aux étudiants de comprendre un peu mieux les aspects de l'IA et de manager des projets d'IA, mais aussi de réussir à mieux anticiper ce qu'ils ne savaient pas dans les autres thématiques qui ne sont pas les leurs. Et puis après, on a des formations plus ciblées, les masterclass, où là, on prend par exemple des radiologues. Donc la semaine prochaine, on a une masterclass radiologie où on leur présente pendant 3 jours et demi les problématiques d'IA liées à leur spécialité médicale. Donc là, en radiologie. Et on les met devant un ordinateur à utiliser les données qu'on aura récupérées et à les faire traiter pour qu'ils sachent ce que... Donc voilà. Est-ce que vous voyez des acteurs du privé comme de l'industrie pharmaceutique ou de venir maintenant de profession médicale ou autre, venir dans vos enseignements parce que voilà, on commence à avoir des gens qui viennent faire ce cursus, soit des masterclass? Alors, dans les masterclass, on n'a pas encore eu, mais on a dans le DU un partenariat avec Sanofi. Sanofi est mécène de ce DU. Et pas plus tard qu'hier, j'ai croisé une ancienne étudiante qui est donc employée chez Sanofi, qui a fait ce DU de la première promotion et qui de nouveau était ravie de ce qu'elle avait fait et qui disait qu'elle avait réussi à mieux anticiper justement la gestion de projet d'IA. Et comme maintenant, je pense, sans me tromper, me dire que toutes les entreprises pharmaceutiques ont, à un moment donné, basculé vers, ouvert vers la partie analyse de données, data science aussi, en plus de la partie biologique qui est le fondamental de l'industrie pharma. Donc maintenant que le spectre est complètement ouvert, les gens ont de plus en plus besoin de s'armer pour gérer des projets où il y a de la data science à l'intérieur, voire les mener eux-mêmes. Et donc oui, on a plusieurs profils profils pharmaceutiques. On a même des pharmaciens. D'accord. Très bien. Peut-être une dernière question, Stéphanie, qui est un peu de nous parler d'exemples de vraie vie. Quand on avait préparé cette interview, on avait parlé de parcours complètement incroyables, de personnes qui ont fait double cursus, c'est-à-dire c'est des grandes études quand même. Peut-être donner 2-3 exemples comme ça pour montrer qu'il y a des vraies personnes qui s'investissent dans cette double compétence.
Alors, je vais vous citer 2 exemples que je connais très bien. Le premier, c'est un de mes doctorants. Il a fait l'école polytechnique. Après l'école polytechnique, il a fait le corps des mines. Et il s'est aperçu pendant le corps des mines qu'il aimait vraiment la santé, la médecine. Et donc, il est reparti en médecine. Il est maintenant chef de clinique. Il commence chef de clinique à la fin du mois à l'hôpital Pompidou en radiologie interventionnelle. Il a cette double culture et véritablement, c'est le maillon intermédiaire entre les mathématiciens, informaticiens et les médecins. Il a cette double culture et il fait extrêmement bien le lien. C'est un profil, et c'est les profils qu'on essaye de former en médecine science. Hein. Je ne vais pas vous cacher que c'est un peu ça qu'on voudrait. C'est vraiment le profil, le maillon intermédiaire qui fait que finalement la chaîne va très bien fonctionner de manière extrêmement fluide. Alors oui, ça fait des études très très longues, mais bon, voilà. Et puis un autre exemple d'une étudiante qui a fait médecine science et qui entre cette année dans un partenariat entre l'Université de Paris et les mines de Paris. Elle a donc fait médecine sciences en 2e année et 3e année de médecine. Elle a fait en parallèle les études à l'ENS puisque ça leur est possible de postuler à l'ENS. Et là maintenant, elle entre dans ce parcours d'ingénierie. Donc elle aura dans 2 ans un diplôme de l'ENS, un diplôme des mines de Paris et elle aura en plus eh bien son externat qui va se poursuivre et puis donc à la fin elle aura véritablement une double culture incroyable puisqu'elle aura vraiment le spectre entier, le panorama entier. Après, je suis pas complètement convaincue qu'il faille à chaque fois quelqu'un qui a fait un double diplôme. C'est vraiment précieux, mais vous l'avez pas cité, mais vous le connaissez très bien. Yann Fleureau est quelqu'un qui n'a fait entre guillemets que l'école polytechnique, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui, quand vous discutez avec lui, a une culture sur son application qui est la cardiologie qui est incroyable. Je pense que, alors je ne suis pas cardiologue du tout, mais je pense qu'il tiendrait une conversation de manière extrêmement pertinente avec un cardiologue sans faillir, sans que quelqu'un ne puisse déceler qu'il n'a pas fait ses études de médecine. Et il y en a d'autres, il y en a à l'Institut du cerveau par exemple, qui pareil maintenant travaille sur la partie analyse de données en maladies neurodégénératives, qui connaissent les maladies, leur phénotype, qui connaissent enfin bref, c'est pareil, on se demande s'ils n'ont pas été neurologues dans une vie antérieure. Donc je pense que l'immersion de ces personnes dans le vrai bain, quoi. Ça y est, c'est la piscine, hein, on est dedans et il faut apprendre à nager. C'est aussi valorisant que les doubles cursus. On favorise les doubles cursus parce que je pense que ça aide beaucoup. Et puis, c'est une vraie force pour les doubles cursus d'avoir cette double culture. Mais on peut l'acquérir. Je pense que c'est pas perdu si vous l'avez pas fait. Peut-être une dernière question un peu surprise que je vous pose, c'est finalement nos profils en France, nos ingénieurs. On sait qu'on a des mathématiciens brillants, on a des médailles Fields, etc. On a quand même des bons clusters d'ingénierie qui vont d'ailleurs, vous le dites, vont de plus en plus vers les sciences de la vie, de life science, la médecine, etc. Est-ce que finalement on est capable aussi de rivaliser maintenant avec d'autres pays du monde? Je pense au MIT qui fait aussi des cursus data science et santé. On a d'autres, l'Asie. Est-ce qu'on arrive à donner les moyens à nos profils, à nos meilleurs ingénieurs, nos meilleurs chercheurs, nos meilleurs médecins, à avoir les moyens de développer leurs travaux de recherche et donc de finalement, c'est peut-être un sujet un peu déplacé, mais est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'ils partent ou est-ce que finalement, voilà, et c'est plutôt les autres qui veulent venir en France, quoi. Voilà. Non, on arrive à les garder. Alors, pour ce qui est des jeunes ingénieurs, on a aussi, alors je vous ai parlé des formations qu'on donne aux médecins pour qu'ils deviennent, donc c'est du to be go geek, mais je pourrais dire du geek au to be aussi parce que donc il y a des formations comme un M2 qui est très ancien, hein, qui a plus de 20 ans, qui s'appelle le master mathématiques vision apprentissage de l'ENS Paris-Saclay, qui forme justement les meilleurs ingénieurs qui viennent d'écoles polytechniques centrales, les mines, les ponts, enfin bref, télécom, tout un spectre de très grandes écoles. Donc on a les meilleurs étudiants, on les forme à faire de la data science ou de la computer vision de manière
très robuste. D'ailleurs, ce master est internationalement reconnu. Vous allez aux États-Unis, le MVA est un des seuls masters français qui est connu. Et donc, quand vous avez des ingénieurs comme ça, c'est quand même intéressant de les former un peu à la médecine. Et donc, on est en train, en collaboration avec le NS Paris-Saclay, et en particulier Nicolas Vailletis, qui dirige ce programme, de monter une passerelle pour permettre des interactions fortes avec des médecins. Donc, il y a un parcours santé maintenant qui existe dans ce master, mais on va aussi leur proposer des rencontres ce qui est déjà fait, des rencontres avec des médecins, et puis des projets communs. C'est-à-dire que quand un interne aura un projet et qu'on arrivera à mettre en commun un interne et un ingénieur, on validera leur projet commun comme quelque chose validant le master, comme une unité d'enseignement qui valide le master. Donc même de ce côté-là, on est en train de former les gens, et du coup, on leur montre l'intérêt, on leur montre aussi qu'il y a des projets qui sont intéressants et possibles, parce que les données sont dans les hôpitaux, parce que les choses évoluent petit à petit. Je ne peux pas bien dire c'est petit à petit, mais les choses évoluent quand même pour l'accès aux données. Et donc, de plus en plus, on a de personnes qui restent, qui s'intéressent aux données de santé, et qui, même les plus grands ingénieurs, finalement, trouvent leur compte et restent en France pour continuer soit à se former en thèse, soit directement partir travailler dans l'industrie. Merci Stéphanie, je crois qu'on arrive donc au bout de cette keynote. Merci infiniment pour cet éclairage sur les cursus possibles, et puis vraiment cette frontière entre le médecin et le mathématicien qui se rapproche, qui saute même, on a envie de dire. Je crois qu'on a beaucoup d'étudiants dans notre audience aujourd'hui, peut-être certains d'entre eux vont vous rejoindre bientôt. Encore une fois, merci. Et puis bonne continuation dans les futures promotions. Et puis donc on va passer après une petite pause dans 5-10 minutes à la troisième table ronde de ce Pharmaltech, qui va traiter donc de data de santé, encore une fois, mais surtout d'usage des nouvelles collaborations des données de santé, notamment de données ouvertes et d'open data, qui est un sujet intéressant pour libérer la recherche. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous, bonne journée.